vous présenter donc, les intervenants de la table ronde. Donc avec tout à fait à ma droite Monsieur Dominique Jarassé, donc, qui est professeur émérite d'histoire de l'art contemporain à l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc Monsieur Jarassé, vous avez beaucoup publié, notamment sur l'art de l'entre-deux-guerres, et vous êtes intéressé évidemment à l'art colonial en particulier. Également, donc, Paloma Diez, vous êtes doctorante, et chargée de cours également, et vous êtes en train de préparer une thèse d'histoire de l'art qui porte notamment sur la patrimonialisation des arts indigènes dans les colonies françaises d'Afrique. Voilà. Et également, donc, Sarah Ligné, vous êtes conservatrice au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous êtes chargée de l'unité patrimoniale mondialisation historique et contemporaine. Voilà. Et vous-même, vous êtes... Donc, je suis un intrus ici, j'arrive, bonjour. C'est parce que j'aime bien parler devant des gens, donc voilà, je me suis aventuré. Non, je suis Arnaud Gonzague, bonjour. Vous êtes le modérateur. Je suis le modérateur, exactement. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Arnaud Gonzague, donc rédacteur en chef adjoint du magazine L'Obs. L'Obs qui, cette année, est partenaire de ce beau festival, très content d'être là, et remercie les organisateurs de nous avoir accueillis. Effectivement, nous allons parler à présent d'un terrain dit sensible, les arts coloniaux, sensibles effectivement, parce qu'évidemment, tout ce qui se rapporte à la période coloniale est très délicate, suscite des controverses. Faut-il en parler? Faut-il le montrer? Comment en parler? Comment ne pas en parler? Surtout, n'en parlons pas. Ils en ont parlé, vous savez, comme M. Carandache, après tout le monde se dispute. Et la difficulté de parler de ce qu'on peut appeler une sinistre aventure, l'aventure coloniale. Comment on la montre quand on est un historien de l'art? Est-ce que des œuvres qui glorifient, parce qu'évidemment les œuvres colonialistes glorifient cette aventure, est-ce que des œuvres qui glorifient doivent être montrées? Avec quel filtre ne doivent pas être montrées? Est-ce que toutes les œuvres qui s'inscrivent dans un contexte colonial sont des œuvres colonialistes? Voilà, ça c'est toutes ces questions dont nous allons parler. Alors juste un petit point de méthodologie, on va d'abord avoir une petite conversation tous les quatre, et puis on laissera une vingtaine de minutes à la salle, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes à la salle pour poser des questions, donc n'hésitez pas à préparer vos questions, parce que c'est vrai que c'est aussi quand il y a un échange que ça devient vraiment intéressant. Donc effectivement, vous avez été présenté, donc je ne le fais pas. Je vais commencer par tourner vers vous, Sarah Ligné. Je rappelle donc que vous êtes conservatrice au musée du Quai Branly et vous avez dirigé l'exposition Peinture des lointains en 2018 qui montrait entre autres des œuvres de l'art colonial. Vous n'êtes pas la première à avoir montré ces œuvres, hein. C'est des œuvres qui ont été montrées, mais c'est vrai que c'est des œuvres qui ont quand même été très peu montrées. Alors pourquoi, à votre avis, elles ont été très peu montrées? Oui, donc cette exposition en 2018 focalisait sur une partie de la collection qui est autour de la peinture. C'était une exposition avec un panorama chronologique surtout consacré au 19e et au 20e siècle qui, pour une exposition temporaire, n'avait pas fait appel à des emprunts extérieurs. La perspective et l'enjeu de cette exposition était d'interroger l'héritage colonial de la collection, mais aussi d'interroger d'autres héritages dans la collection, parce qu'une collection de musée faite aussi de multiples strates, et dans la collection du musée du Quai Branly, qui a ouvert ses portes en 2006, se sont unies des collections plus anciennes, notamment celle qui était au Palais de la Porte-Saint-Denis, construit en 1931 pour l'exposition coloniale. Palais qui regorgeait jusque dans les années 60 d'œuvres coloniales. C'est le Palais de la Porte Dorée, on peut dire que c'est l'épicentre de l'espace muséal colonial jusque dans les années 60. Ce palais a été construit pour l'exposition et destiné à être un musée colonial. De 1931 à 1960, c'est ce qu'il a été sous différentes dénominations, organisant un parcours autour de la propagande coloniale sous différents aspects historiques, artistiques. Oui. Pourquoi c'était si rare de montrer en 2018 Peinture des lointains? On est face à un intitulé un peu exotique, on va dire, qui semble pas trop prendre de risques. Mais
il y avait quand même effectivement des œuvres coloniales, pas que, ce que vous disiez, mais pourquoi c'était si rare? Pourquoi si on en avait si peu montré avant? Il y en avait peu qui avaient été montrés. En effet, la dimension, le titre ne reprend pas l'appellation coloniale, parce que l'enjeu de l'exposition était de montrer que c'est absolument pas une collection homogène et cohérente. Et c'est une invitation à une analyse contextuelle, une approche contextuelle aussi. Parce que ces peintures des lointains, il faut aussi les envisager sous l'angle de leur création. Quel est le parcours de l'artiste? Est-ce que ce sont des œuvres issues de voyages? Dans quel cadre? Dans quelle zone de l'Empire colonial? L'Empire colonial n'était lui-même pas homogène en termes de phénomènes de domination. Et également, par la suite, comment ces œuvres ont été montrées, dans quel contexte, dans quel lieu, dans quelles expositions, en métropole, dans les zones de l'Empire colonial, et comment ces œuvres ont été reçues, quels ont été les discours portés sur elles. Donc ce sont effectivement ces multiples, cette histoire longue des œuvres à envisager, avec une mise à disposition de ces connaissances autour des œuvres. Alors elles ont longtemps été occultées, et c'est aussi à nuancer, parce que souvent on a dit que lors de cette exposition, c'était une exhumation d'œuvres longtemps conservées en réserve, ce qui est en partie faux, parce que dès les années 80, au Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, il y a eu une importante recherche sur ces œuvres, de documentation, des archives, de prêts, notamment de prêts au musée de Boulogne-Billancourt pour une exposition en 1989 qui s'appelait Colonial 1920-1940, ainsi que d'autres expositions. Une partie des œuvres ont circulé, ont été montrées, mais avec encore peut-être une recherche, une élaboration des connaissances qui se construisaient petit à petit. Et à la création du musée du Quai Branly. Le même aussi, oui, le contexte actuel des années 80 et le contexte des années 2018, sur ces questions-là, était très très différent. C'est ce qui est. Et par ailleurs, cette collection au sein du musée du Quai Branly était très marginale, parce que quand le musée du Quai Branly a ouvert en 2006, c'était un musée dédié aux arts et civilisations d'Afrique, Océanie, Amérique et Asie. Et cette partie de la collection, composée de peintures, de sculptures, d'art graphique, à forte dimension historiographique, racontant aussi l'histoire des institutions, on avait fait le choix de ne pas la montrer, ou très peu, dans le parcours permanent. Et pourtant, elle est, je pense, essentielle, cette collection, pour comprendre justement l'histoire des contextes, l'histoire des contacts et des échanges, que ce soit dans un cadre colonial ou non. Et bien justement, la question c'est, est-ce qu'une œuvre inscrite dans un cadre colonial, grosso modo du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, un artiste européen qui va peindre des gens, des paysages, etc., est-ce qu'il peut ne pas être colonialiste? Je ne parle pas de la minorité des gens qui étaient anticolonialistes, proches du Parti communiste, etc. On parle des artistes ordinaires, des monsieur tout le monde de cette époque-là. Est-ce qu'il est possible de faire des œuvres, de produire des œuvres, c'est pas un thème de philo au bac, mais quasiment, est-ce qu'il est possible de produire des œuvres dans un contexte colonial qui ne soit pas colonialiste? Ça pose la question propre conditionnement socio-culturel de chacun d'entre nous, artistes ou non, et là en l'occurrence des conditionnements socio-culturels des artistes, parce qu'on ne peut pas nier que chacun est aussi nourri des stéréotypes, des archétypes d'une époque. Ensuite, et là aussi j'insiste là-dessus, l'importance du contexte. Parce que certains de ces artistes se sont rendus dans des zones de l'Empire colonial parce qu'ils ont été en quelque sorte incités, soutenus dans ces velléités de voyage par des bourses de voyage dans les colonies. C'est aussi une institutionnalisation, une structuration de la création artistique en direction des colonies pour appuyer cet empire colonial. Mais d'autres œuvres ont pu être réalisées d'abord en dehors de ces voyages, ou en dehors de commandes pour des expositions coloniales. Donc il est important de rappeler et d'étudier pour chaque œuvre son contexte de création, son contexte de diffusion et de réception. Je vais passer la parole à Dominique Jarassé. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je rappelle, Dominique, que vous êtes avec Sarah, vous êtes le co-directeur d'un livre qui sont tous les deux, qui s'appelle Les Arts coloniaux, qui est sorti en 2021.
Et j'aimerais savoir, vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il est possible, est-ce que finalement un artiste du 19e, du 20e, de ces époques-là, n'est pas un peu comme le Monsieur Jourdain du colonialisme, c'est-à-dire que de fait, comme Monsieur Jourdain fait de la prose sans le faire exprès, ce qu'il ne fait pas, il ne représente pas le regard européen forcément dominateur et supérieur sur des peuplades jugées un peu, voilà, avec plus ou moins d'aménité. Ou est-ce qu'on est capable de séparer, quand on a ce regard historique qui est le vôtre, est-ce qu'on est capable de séparer certains regards, des regards très différents? Absolument. Il convient absolument de justement faire des distinctions. Et si nous sommes quelques-uns, parce que la notion d'art colonial n'est pas si courante, hein, elle n'est pas si ancienne, même si elle a tout un passé historiographique dont je vous ferai grâce, hein, dans les années 20, dans les années 30, mais à l'université, il n'y a pas tellement d'endroits où on étudie l'art colonial. On peut s'interroger pourquoi. Mais pourquoi le qualifier de colonial et justement pas de colonialiste? Qu'à l'intérieur du champ de l'art colonial, il y ait évidemment des artistes qui sont vraiment imprégnés de l'idéologie colonialiste, absolument évident. Quand ensuite un gouvernement, des ministères, également un lobby. N'oubliez jamais qu'il y a un lobby colonial qui fonctionne à l'intérieur du système français et qu'il crée ce que j'ai appelé un système de l'art colonial. C'est ce que vient d'évoquer Sarah, c'est-à-dire on paye des voyages, on envoie des artistes, on fait des expositions, on organise des sociétés d'artistes coloniaux. C'est tout de même une spécificité, on ne peut pas dire typiquement française, mais puisque les Belges et les Italiens nous ont imités, mais ils nous ont imités. Indéniablement, il y a une propension en France à vouloir promouvoir une production coloniale, d'art colonial. Donc ça, c'est la première strate. Celle-là, elle est... On va voir que c'est pas si simple, parce qu'on parlera de la porte dorée, mais mettons que celle-ci, elle est vraiment assez binaire. La colonisation, c'est formidable, elle est glorifiée, mais non, etc. Justement, ah ben non, alors non. Mais non, voilà. parce que quand vous suivez le parcours de certains artistes, je ne sais pas, une Nana Quinco, voilà, une artiste, une femme sculpteur qui va dans tous les pays d'Afrique et qui fait des œuvres absolument formidables, qui s'imprègne de la culture, qui a une véritable sensibilité aux hommes, aux êtres qu'elle rencontre. Alors, de temps en temps, bien sûr, elle bénéficie quand même du prix de la OF, du prix de ceci et de cela. Mais ce qui m'apparaissait justement quand j'ai commencé ce type d'études il y a une trentaine d'années, comme un peu trop facile, c'était sous prétexte qu'elle a eu le prix de la OF, évidemment qu'elle va être colonialiste. L'Afrique occidentale française oui, bien sûr. Moi, la OF, c'était le nom du territoire. Voilà, l'Afrique occidentale française. Je suppose que le prix de la OF devait être légèrement colonialiste. Ah mais complètement, c'était inscrit dans le système, si vous voulez. Et pourtant, cet artiste, dites-vous... Et voilà, une artiste qui a eu la chance d'avoir une série d'expos, et dont on a découvert des œuvres qui sont d'une très très grande sensibilité. Mais ces œuvres sont aussi dans les pavillons de l'exposition coloniale de 1831. Elle ne renie pas, si vous voulez, ce contexte, elle n'est pas anticolonialiste, c'est une évidence, mais pour autant, et c'est là que nous touchons à la question de l'histoire de l'art. On n'est pas seulement des historiens, on est aussi censé faire de l'histoire de l'art, c'est-à-dire des gens qui produisent des œuvres qui sont la conjonction d'une sensibilité, d'un regard sur des pays, sur des peuples, une diversité du monde qui les a totalement fascinés, et il me semble très réducteur de les qualifier un peu systématiquement, si vous voulez, de colonialistes, parce qu'ils sont effectivement dans ce champ de l'art colonial. Et on en aura quelques-uns. Au demeurant, après, vous avez alors vraiment des gens qui sont très très engagés, hein, qui vont être systématiquement dans toutes les sociétés, qui vont promouvoir et qui vont avoir des idéaux en parfaite adéquation avec la politique coloniale de la Troisième République, sans aucun état d'âme. Encore une fois, pardon d'insister là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on peut tout à fait ne pas partager les idéaux, on va dire, institutionnels, avec le côté bourse, le côté tout ça, être un peu dans quelque chose de la commande, et être tout simplement un homme ou une femme européenne ordinaire de la fin du 19e et de la moitié du 20e siècle, c'est-à-dire considérer que les Noirs sont inférieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors là, vous touchez il y a une subtilité quand même. Là, vous touchez un autre problème. C'est-à-dire ce sont les représentations et les théories raciales qui ont cours à cette époque-là, et que tout le monde, à
99,9% partagent. Ce qu'on voit dans Tintin au Congo, par exemple, typiquement. Oui, mais bien sûr. C'est une œuvre. Bien sûr. Mais là, si vous voulez, vous attendriez donc, d'une certaine manière, que des artistes qui se retrouvent dans ce contexte-là soient capables de se détacher de tous ces préjugés, de toutes ces représentations, et ainsi de suite. Il y en a quelques-uns peut-être, mais ils sont très très rares. Et je crois que c'est aussi rare dans le monde politique comme dans le monde littéraire, et ainsi de suite. Ce qu'il faut bien saisir, et c'est pour ça que l'art colonial mérite, me semble-t-il, d'être pris en considération comme une des productions multiples de l'art du 19e et du 20e siècle. Pourquoi justement pointer et le qualifier tel? C'est pour lui faire une place et pour qu'on le considère dans ce qu'il est. C'est-à-dire à la fois porteur, bien évidemment, illustrateur, parfois c'est l'illustration, des grands idéaux coloniaux, de l'idéologie coloniale la plus primaire, hein, même la plus violente parfois, à des artistes qui ont une vraie originalité, qui sont des artistes justement qui ne se réduisent pas à des producteurs seulement d'œuvres de commande. Mais même dans les œuvres de commande, il y a des sensibilités qui apparaissent, ou des regards qui méritent, qui nécessitent, me semble-t-il, des nuances, une prise en considération du décalage qu'il peut y avoir, par exemple, entre la commande, hein, vous doutez bien que je fais allusion un peu aussi au bas-relief du palais de la Porte Dorée, dont nous parlerons après. Dont nous allons parler, bien sûr, oui. Et donc, il y a une commande. Ah, la commande, elle est tout à fait claire. Les apports des colonies à la métropole. Si vous voulez, on ne peut pas être plus clair. Oui, mais est-ce que ça se réduit à représenter la banane, le charbon, comme une nomenclature? Non, c'est beaucoup plus profond. Hein, je ne veux pas anticiper sur cette question-là, mais ça, si vous voulez, c'est la nuance. L'histoire de l'art est souvent une discipline bancale face à de nombreux objets. Pourquoi? Entre autres parce qu'elle ne croit qu'à l'avant-garde. Une bonne partie de l'histoire de l'art ne croit qu'à l'avant-garde. Ce qui n'est pas votre cas. Hein. On a une discussion, vous ne faites pas partie de cette caste. Mais vous comprenez que c'est tout de même un des premiers combats. Il faut d'abord sortir d'une vision, parce qu'en plus les avant-gardistes, très souvent, ils sont progressistes, ils sont de gauche, ils sont tout ce qu'on veut, ils sont parfaits. Bon. Donc, pourquoi désigner un champ comme cela pour arriver à cerner et à donner une place à des artistes, des prix de Rome? On va parler tout à l'heure d'artistes qui sont prix de Rome des années 20. C'est des gens complètement ringards. Ils ne devraient même pas exister. Et bien s'ils existent, et ils sont de qualité, et ils ont produit des choses très intéressantes, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas un regard aujourd'hui qui doit reconstruire ou avoir une distance avec la manière dont les choses ont été présentées tout au long du XXe siècle. Je crois que c'est une nécessité d'être post-colonial, au bon sens du terme. Oui, vous êtes Jessé Paloma-Diez, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous êtes, je le rappelle, donc doctorante en histoire de l'art à l'université Bordeaux-Montaigne. Je crois que votre directeur de thèse s'appelle Dominique Jarassé. Il n'est pas très loin de la pièce, donc faites attention à ce que vous dites. Mais non, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous êtes, vous aussi, partisane, vigoureusement, de montrer des œuvres dont on peut considérer que d'un point de vue artistique, elles peuvent être plus ou moins intéressantes, mais vous dites c'est très important de les montrer. Pourquoi c'est si important de les montrer, ces œuvres-là? Tout à fait, donc effectivement, je reviens sur le contexte. Sarah parlait du contexte, c'est tout à fait important et je pense que c'est une donnée essentielle. Pourquoi les montrer? Pourquoi en parler? Pourquoi les étudier? Pour sortir du déni, pour sortir d'un mode d'historicisation, donc d'études historiques, d'un phénomène qui est extrêmement complexe. Je reviens sur le cas de ma thèse spécifiquement. J'étudie donc l'impact et l'implantation des colons français sur les territoires d'Afrique subsaharienne, donc autrefois appelée l'Afrique noire, donc AOF, Afrique occidentale française, et AEF, donc Afrique équatoriale française. Et vous allez avoir comme ça tout un phénomène qui va se mettre en place, d'écoles, d'expositions, de musées que les colons vont ouvrir sur les territoires. Vous avez ça au Sénégal, vous avez ça au Congo, vous avez ça en Côte d'Ivoire. Et vous trouvez comme ça des épicentres, des phénomènes qui se déplacent, de gens qui vont amener les artisans à repenser les arts traditionnels, à rénover, et attention là il faut mettre des guillemets puisque c'est le projet colonial, mais la rénovation évidemment elle est tout à fait questionnable, à exposer
des productions qui sont des productions artisanales, alors soit traditionnelles, soit justement rénovées par les colons. Et vous avez comme ça donc, un phénomène qui est très complexe, qui repose sur ces 3 piliers, qui se mêle évidemment à la question de la diffusion en métropole grâce aux agences économiques, mais aussi grâce aux expositions coloniales. Donc vous avez des liens très forts entre la France et ses territoires. Et toute cette partie-là de l'histoire, quand j'ai commencé ma thèse, c'était un domaine très peu étudié, alors, mis à part par le centre parisais évidemment auquel j'appartiens, et qui m'a permis, et ça c'est très important, de lancer ce travail de thèse comme je l'entendais, avec cette perspective donc post-coloniale et volontairement post-coloniale, donc là dans le sens où l'entend mon directeur de thèse là aussi, avec l'idée d'avoir un positionnement intellectuel très clair sur la dimension de la thèse, son orientation scientifique et j'allais dire éthique. J'y reviendrai plus tard parce que c'est un aspect très important de mon travail aujourd'hui. Il y a une dimension éthique, il y a un engagement scientifique et une honnêteté à avoir vis-à-vis de ces sujets, vis-à-vis de cette histoire, qui demande un positionnement très clair, et ça, dès le doctorat. Donc, pour moi, ça a été une évidence, puisque c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi dès le master, mais il m'a vraiment fallu le construire. Et évidemment, au fur et à mesure de la thèse, j'ai rencontré divers obstacles qui m'ont fait prendre conscience que c'était pas un sujet facile, et que c'était un sujet évidemment d'autant plus essentiel qu'on avait tendance à l'invisibiliser un peu. Parce qu'une des questions qu'on se pose, évidemment, et je me la suis posée, on en a déjà parlé, c'est qu'à force de fréquenter, parce que vous passez votre temps à fréquenter des colons et des colonialistes, pas tous colonialistes, mais au moins tous colons, plus ou moins colons, est-ce qu'on finit pas par avoir une forme de complaisance vis-à-vis de complaisance humaine et tout à fait naturelle? Vous passez des années à lire des écrits, à regarder des productions de gens qui sont dans un certain contexte, dans un certain milieu, etc., avec des évidences, des stéréotypes. Non pas, il ne s'agit pas de dire que vous allez finir par partager leurs préjugés, c'est pas évidemment pas ça, on est en 2023, la question ne se pose pas, mais est-ce qu'on finit pas par avoir une forme de sympathie, voire de complaisance, pour certains d'entre eux? Alors, c'est une question évidemment très délicate. Dans l'absolu, l'historien n'a pas à avoir de complaisance avec son sujet ou entrer en empathie avec. On est là pour analyser, on est là pour décrypter, on est là pour comprendre, pas pour interpréter ou donner ses opinions personnelles ou mêler l'intime à son sujet. C'est là que ça devient évidemment très complexe. Quand on passe 30 ans à étudier François Ier, je pense qu'on finit par trouver sympa François Ier, même si c'est un personnage nuancé. Non mais c'est évident, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, alors il peut y avoir des sympathies humaines qui se créent pour un personnage en particulier, pour une institution. On peut apprécier travailler sur un domaine. Maintenant, je pense pas qu'il y ait un effet de... Enfin, cette espèce de porosité du sujet qui viendrait absolument teinter nos goûts quelque part et nos positionnements. Ça fait un peu plus de 5 ans, alors c'est récent quand même par rapport à mon directeur de thèse par exemple, je travaille sur ce domaine-là. J'ai pas pour autant développé une passion dévorante pour Louis Rollin ou pour Albert Charton. Par contre, ce sont des personnages qui m'intéressent parce que ce sont des personnages complexes qui demandent à être nuancés et qui demandent à être compris intimement pour être saisis dans leurs motivations, dans leurs actions et bien sûr pour rendre un portrait le plus fidèle possible. Donc ça exige effectivement qu'on soit près d'eux et qu'on s'intéresse à eux de manière poussée, sans entrer toutefois en sympathie avec eux. Dominique Jarassé, voilà, je vois que vous piaffez, vous avez des choses à dire sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait très longtemps que vous fréquentez tous ces gens-là? Est-ce que vous n'avez pas fini à être un peu... Est-ce que ça n'est pas contagieux au bout d'un moment? Contagieux? Non. Non, je ne crois pas. Mais si vous voulez, dans mon cas, c'est aussi, c'est pas le seul domaine que j'ai étudié, premièrement. Mais je me suis toujours attaché à des domaines qui avaient été négligés. Vous êtes notamment intéressé à l'art juif. Par exemple. Un livre qu'on trouve dans la librairie, pas très loin d'ici. Pourquoi? Bon, il y a des raisons personnelles, et ceci, je vous en fais grâce, mais en tant qu'historien de l'art, quand je m'aperçois que dans l'université française, il n'y a jamais eu un seul cours sur l'art juif, que le seul cours qui n'a jamais été fait, c'est quand je l'ai fait à l'école du Louvre, il y a quand même un problème. Pourquoi l'université ne donne pas à la culture juive une place comme les autres? J'ai un maître à penser qui s'appelle Ernst Grosse. Et vous n'allez pas être coupé, vous aurez une citation d'Ernst Grosse. On n'a pas d'image, mais on a des citations. C'est page 49. Le suspense, c'est insoutenable. Qui est écrit en 1800, un Allemand, qui est écrit en 1894. Un livre qui s'intitule Les débuts de l'art, où ce monsieur ose dire, il faut s'intéresser à l'art des sauvages, des indigènes. Il faut s'intéresser à l'art des enfants.
1894. Et alors, il dit à un moment, on ne saurait excuser de même, enfin, peu importe le contexte, un savant qui, de notre temps, construit des théories sur l'art, sans savoir que l'art européen n'est pas le seul qui existe. Ah bah ça fait plaisir hein, qu'on écrive ça en 1894. Sauf qu'en 2000 et quelques, on n'est peut-être pas encore bien conscient. Et il poursuit la science de l'art, oui, parce qu'il a, avec raison, une forme de distance et de mépris pour l'histoire de l'art qui s'englue dans des, vous savez, les génies, les grands artistes, les chefs-d'œuvre. On reviendra sur la notion de chef-d'œuvre, je suis sûr. Voilà. Il parle de science de l'art. Il réclame. C'est un anthropologue, hein, c'est pas un historien d'art, c'est un anthropologue. La science de l'art doit étendre ses études à tous les peuples. Hein, bon, et ainsi de suite. Un vrai régal. Donc, qu'il s'agisse de culture juive complètement ostracisée, à mes yeux, dans le champ, alors j'entends bien dans le champ de l'histoire de l'art, hein. Je ne me dis absolument pas qu'il n'y a pas d'études sur l'hébreu, le judaïsme de Philon d'Alexandrie, ça, aucun problème, alors on a des tonnes de savants là. Mais, comme par hasard, l'histoire de l'art juif n'existait pas. Je m'y suis intéressé. Je me suis intéressé aussi à des artistes, par exemple, qui ont eu le prix de Rome entre deux guerres. Vous imaginez. C'est pire que le concours, hein, il faut dire, c'est des institutionnels. Voilà. Quelque chose de Et standard. qui vont avoir des commandes de l'État. Et on va en retrouver tout à l'heure en parlant encore d'art colonial. Mais oui, parce que ces artistes sont loin d'être aussi nuls. Qu'est-ce qui nous permet de prononcer des jugements de valeur de cette ampleur qui ostracise des artistes? Alors, le terrain moral. Non mais dont certains ont été nuls quand même, il faut quand même dire. Il y a aussi des prix de Rome qui sont nuls probablement. Et parce que tous les artistes d'avant-garde sont bons. Il y a des copieurs, il y a des artistes d'avant-garde qui ont 40 ans de retard et qui font toujours le même gris-gris. Il faut se rendre compte qu'évidemment... Vous-même, à l'intérieur de votre champ de compétences, vous êtes capable de distinguer entre les meilleurs et les moins bons, on est d'accord. C'est pas parce qu'on est un artiste maudit qu'on est forcément bon. Je m'arrangeais à la fac, vous voyez, pour que j'ai un collègue qui fasse les avant-gardes, le cubisme, tout ça. Il faut bien le faire, hein, il faut bien le faire. Et moi, je faisais des monuments morts. Comprenez? Ça, c'est... Et j'ouvrais les yeux aux étudiants sur d'autres réalités artistiques, pas seulement, évidemment, d'histoire. Et donc, tous ces champs-là, si vous voulez, et l'art colonial pour moi, et du mémoire, ça relève, justement, mais avec le colonial, on touche à un point, et je vais enfin répondre à votre question, qui est la question de la dimension morale. Est-ce qu'il est moral? Est-ce que c'est pas immoral que de s'intéresser à ces gens-là? C'est à peu près comme, est-ce que vous dites aux Allemands que c'est immoral de s'intéresser, alors je les mets sur le même plan, vous m'excuserez, mais c'est quand même pas aussi odieux, à l'art nazi? Ah ça y est, le mot a été prononcé. Oui, il est 17h02, on a quand même une demi-heure à le prononcer, donc je suis content. Non, voilà. Mais aucun problème. Non, mais c'est important, parce qu'évidemment, le lien... Alors, oui, mais quand j'ai fait des cours sur l'art nazi à la fac, bah, c'était pas... Alors je disais, oui, mais attendez, je fais aussi l'art soviétique. Je me doutais bien, le parallèle est tellement éclairant. Hein. Je fais l'art fasciste. Je fais Pétain. Vous avez perdu pas mal d'amis, vous, ces dernières années, non? A priori, c'est ça. Non, regardez, j'ai même des étudiants qui sont fidèles. Non, mais pourquoi? C'est pas uniquement pour faire de la provoque, mais il est bon de temps en temps de faire un peu de provocation, parce que sinon on ronronne toujours sur les mêmes grands artistes, les mêmes grands courants, et ainsi de suite. Et donc, pour en revenir à cette question que vous avez posée, et qui est cruciale, pourquoi? Parce que vous vous placez sur le terrain moral. Et oui, mais je suis désolé, nous ne devons pas, en tant qu'historiens de l'art, être sur le terrain de l'art moral. Nous pouvons examiner des épisodes abominables, comme le font les historiens. Ce qui compose une grande partie de l'histoire, en plus entre les guerres, les pillages... Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Si vous faites de l'art égyptien, vous voyez des massacres à longueur de temps sur les bas-reliefs. Hein? Oui, mais bon, c'est tellement lointain qu'on ne s'émeut plus trop. Mais donc, le terrain moral, il est très très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a aussi introduit, évidemment, dans les débats actuels, une sorte, si vous voulez, de légitimité de l'indignation. Alors, s'indigner est souvent très bienvenu, mais il faut savoir sur quoi on s'indigne et quels sont les fondements de cette indignation. Et j'estime qu'avant de s'indigner, il faut connaître, Sarah il faut Ligné, étudier. j'aimerais vous entendre là-dessus, vous acquiescez... Elle est beaucoup plus nuancée que moi. Mais vous êtes, je crois savoir, vous êtes un peu plus nuancé. Est-ce que vous, qui êtes
là aussi, vous représentez une institution, hein, le Quai Branly, le musée Jacques Chirac, c'est important. Vous montrez des expos à un très grand public. Est-ce que vous sentez des pressions, concrètement, des pressions d'un côté, d'un autre, etc., quand vous vous aventurez sur des terrains qui sont les terrains de la représentation des peuples autochtones, etc. Et comment vous gérez ça? Qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous ne montrez pas? Où vous mettez la morale, ou est-ce que vous ne mettez pas la morale? Parce que la morale, ça peut être aussi de faire un peu d'instruction civique, c'est pas forcément interdit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, est-ce qu'il y a des pressions par rapport aux expositions? Est-ce que peut montrer un musée? Je ne pense pas. Il ne faut pas non plus nier l'inscription d'un musée dans des débats d'une époque, mais sans rentrer dans l'actualité brûlante de ces débats. Le rôle du musée, c'est de proposer aussi avec lucidité, avec rigueur, des artefacts, des sources d'archives, de la documentation qui permettent de réfléchir ensemble à ces sujets en toute connaissance de cause. Et effectivement, dans la question de l'exposition, c'est moins, je pense, la question de est-ce qu'il faut montrer telle ou telle œuvre que comment est-ce qu'il faut la montrer, qu'est-ce qu'on va dire autour de cette œuvre. Quel est votre travail là-dessus? Quelle est votre philosophie, on peut dire, là-dessus? Oui, à qui on s'adresse? Il y a une multiplicité de publics, une multiplicité de sensibilités. Et si je peux revenir en quelques mots sur l'exposition Peinture des lointains, il y a eu à l'occasion de cette exposition une étude des publics. Alors, des publics, on peut toujours s'interroger sur la représentativité de l'échantillon questionné, mais qui a révélé aussi déjà une diversité des raisons de venir visiter cette exposition, que ce soit par nostalgie, par rapport à une histoire personnelle, que ce soit plus une visite esthétique, une visite plus historienne, ou alors une visite par hasard parce qu'on cherchait les toilettes dans le musée et qu'on est allé dans cette exposition. Le hasard fait souvent bien les choses. Donc on vient dans une exposition pour de multiples raisons et on l'aperçoit, on l'apprécie de manière plus ou moins critique aussi pour de multiples raisons. Et par exemple, il y a des visiteurs qui ont émis le souhait de ne pas avoir ces longs cartels sur l'œuvre et d'être seulement dans une contemplation esthétique. Ouais. Et d'autres qui ont pu dire que c'était gênant cette conceptualisation. On se retrouve face à une œuvre qui peut être considérée comme compliquée parce que, par exemple, elle est très inscrite dans un contexte colonial, par exemple. Et il y a des gens qui vous disent moi ça m'embête que vous mettiez trop les points sur les i avec un cartel qui va m'expliquer que c'est colonial, etc. Il y a aussi ça. Il y a ceux qui disent que vous n'en montrez pas assez, probablement, mais il y a ceux de pédagogie, il y a ceux qui disent la pédagogie ça me casse les pieds, je préférerais qu'on me laisse qu'on compte sur ma propre responsabilité, mon propre intellect en la matière. C'est intéressant. Mais on ne peut pas justement montrer ou organiser pour un seul public. C'est pour cette diversité des publics et à partir des connaissances que l'on produit par l'étude des œuvres, mais que l'on ne produit pas seul dans les musées, que l'on produit aussi en collaboration avec la communauté universitaire, académique. C'est cette construction des savoirs en commun. Et en particulier, les études économiques ont pris aussi en considération de l'histoire et des cultures autochtones, mais aussi ces partenariats qui visent à étudier avec des descendants ou des représentants de ces communautés autochtones aujourd'hui. Et la question aussi de comment montrer, elle porte sur les titres des œuvres. Il y aurait aussi de forts développements à avoir sur la question de la dénomination d'une œuvre, d'où est-ce qu'elle vient, il y a aussi une interprétation. Et beaucoup de ces peintures de la collection pouvaient avoir un titre à caractère raciste ou un titre émanant de la puissance coloniale pour désigner un lieu ou une population, une culture qui ne s'appelle plus ainsi aujourd'hui, des dénominations remontant à la période coloniale. Et il est important de ne pas effacer ces dénominations dans la perspective historique, dans la perspective de la recherche aussi, mais je pense aussi de pouvoir proposer un regard contemporain sur ces titres en précisant qu'aujourd'hui, c'est telle population, je pense par exemple aux Amérindiens Rokuliennes qui sont appelés Rokuliennes au moment de la période coloniale, qui se sont autodésignés Amérindiens Wayana. Ça, on est vraiment dans des choses. Mais vous l'avez dit, vous prenez ces précautions-là parce que vous vous adressez à un public très varié. Est-ce que vous-même, à un moment, sur certaines œuvres un peu problématiques, vous vous censurez?
Ça, vous vous dites, ça va demander trop d'explications, je sais pas, quelque chose de très caricatural, à caractère très raciste, qui pourrait avoir un intérêt historique, évidemment, parce que la caricature aussi montre des choses, évidemment. Mais vous vous interdisez parce que vous dites, ça va choquer, ça choque. Effectivement, autour de l'exposition, on a dit qu'il y avait eu une forme de censure parce qu'à partir du moment où une partie des œuvres est reléguée en réserve et plus accessible au public, on pense que ces œuvres sont censurées. Ce n'est pas vrai, parce qu'un musée aussi a une collection qui fait tourner à travers des accrochages, des renouvellements des accrochages. Après, aujourd'hui, grâce aussi aux nouvelles technologies, aux bases de données en ligne, l'intégralité de la collection est accessible, visible en ligne. Donc ça voudrait dire aussi qu'il nous faudrait, si on rentrait dans cette démarche de censure, aussi censurer ce qui se passe au point de vue visibilité institutionnelle en ligne. Et non, moi je suis contre cette censure. Je suis absolument pour montrer, mais de réfléchir à comment le montrer. Parce que si on ne montre pas aujourd'hui une œuvre qui est issue d'une construction idéologique, comment est-ce qu'on peut affronter aujourd'hui, parce qu'on en a autour de nous des constructions visuelles idéologiques, donc on est en état de profonde vulnérabilité si on n'est plus en mesure de les reconnaître, de les analyser. C'est ça. On va maintenant poser cette question délicate. Dominique, c'est à vous que je pose cette question délicate. Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre de l'art colonial? Alors, je ne pose pas la question par hasard, évidemment, parce que vous avez écrit un livre qu'on trouve également à la librairie au petit salon à côté, dans la cour d'à côté, qui s'appelle Fiction coloniale et l'esthétique du divers. Alors, dit comme ça fait très abstrait, mais pas du tout. C'est un livre qui se penche sur un bas-relief, le bas-relief de Janniot, qui est ce grand bas-relief qui recouvre la façade du palais de la Porte Dorée, donc qu'on pourrait dire colonialissime. Il n'y a pas un endroit plus colonialiste et colonialissime, et pourtant, vous dites, cette œuvre-là, proprement parler, est un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Alors, dans ce cadre-là, on va pas parler de Raphaël ou de Rubens, on va évidemment avoir un point de vue sur la notion de chef-d'œuvre qui demanderait beaucoup de développement et surtout de relativité historique. Mais pourquoi j'écris que le bas-relief du palais de la Porte Dorée est un chef-d'œuvre de l'art colonial? Je précise bien, art colonial, je n'y reviens pas, j'ai déjà fait cette nuance tout à l'heure. Et pourquoi chef-d'œuvre? Eh bien parce que vous avez quand même vu beaucoup de sculptures de 1300 mètres carrés qui représentent une vision du monde. Alors évidemment, vous avez raison de dire hyper colonial et ainsi de suite, mais c'est plus nuancé là encore. Pourquoi? Est-ce qu'il y a dans tout ce bas-relief 1300 mètres carrés, il réussit tout de même à ne pas nous montrer un seul colon, pas un casque colonial, pas un missionnaire. Alors on va dire, ah oui, mais il occulte complètement. Il efface. Et est-ce que effacer tout cela n'est que... Alors il avait déjà honte, il pensait qu'il allait être mal vu par les décoloniaux d'aujourd'hui. Non, mais parce que ce monsieur qui est un prix de Rome, figurez-vous que Janniot est un prix de Rome, c'est-à-dire qu'il sait très très bien répondre à une commande. Ce sont des gens qui sont formés à l'école des beaux-arts et qui ont des commandes et qui savent très très bien répondre à la commande. La commande, on l'a dit, les apports des colonies sur le plan économique, les apports économiques des colonies à la métropole. À l'intérieur, vous avez les apports de la métropole aux colonies. Il y a évidemment toute une lecture assez complexe de l'ensemble du bâtiment. Ce bas-relief n'est pas tout seul. Il est également l'introduction à toute l'exposition coloniale de 1931. Il a une fonction majeure aussi parce que c'est le seul bâtiment qui va rester. Après l'expo de 1931, on enlève tous les pavillons, et c'est le seul qui va rester et qui est encore là aujourd'hui. Alors, pourquoi chef-d'œuvre de l'art colonial? Art colonial, je crois que tout le monde sera d'accord que c'est art colonial. Colonialiste à nuancer, parce que premièrement, Janniot n'est pas un artiste colonialiste, colonial, c'est-à-dire patenté, ayant eu des voyages, des bourses, choses comme ça. Il n'a pas fait une seule autre œuvre sur le thème colonial de sa carrière. Or, après une réussite, excusez d'employer le mot réussite, une réussite telle que celle du palais de la Porte Dorée, il aurait pu se dire, tiens là je tiens un créneau, non. Parce que c'est un homme simple, un homme de gauche, un homme... C'est ça, ça peut paraître paradoxal, que je dise que c'est un homme de gauche. C'est indéniablement, c'est un homme de gauche. Mais vous savez bien que la gauche était aussi coloniale, voire colonialiste. C'est pas si simple là encore. Et donc, il fait un bas-relief
dans lequel il construit une vision du monde et où l'on peut voir une occultation, je vous l'entends bien, je vois moi une poétisation. Alors, oh, il est naïf, il est... Oui, bien sûr, poétisation de sa vision du monde, de sa sensibilité à la diversité du monde. C'est pour ça que je parle d'esthétique du divers, me référant, comme vous le savez certainement, à Victor Ségalen. Alors, mais même chez Victor Ségalen, il y a du mépris pour les indigènes, alors qu'il a écrit des textes absolument extraordinaires sur Tahiti, sur la culture maori, et ainsi de suite. Et pourtant, il est complètement, pour répondre à votre question, voilà bien quelqu'un qui est complètement de son temps, hein, et qui a une distance même un peu méprisante avec les entre guillemets, indigènes. Pourquoi une esthétique du divers? Parce que, au bout du compte, qu'est-ce qui a intéressé Janniot dans cette commande? Mais c'est l'occasion pour lui de faire alors, une œuvre monumentale, hein, 1300, en 2 ans, hein, en 2 ans, hein, concevoir et réaliser donc, ce bas-relief en 2 ans. Donc, dans chef-d'œuvre, il y a aussi le côté exploit technique, qualité technique. Et ensuite, je n'y vais pas de main morte, hein, je vous le dis tout de suite, je considère que c'est un chef-d'œuvre au même titre que les bas-reliefs égyptiens, que les bas-reliefs du temple d'Angkor, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'espère que dans 1000 ans, quand des archéologues vont gratter du côté du bois de Vincennes qui aura été recouvert par les immondices, et ainsi de suite, et qu'on découvrira ce mur, on dira c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce qu'on aura oublié évidemment hein, Louis Rollin et tous les gens et tous les colonialistes de l'époque et ceux qui ont et le lobby colonial et Paul Reynaud qui inaugure cette affaire-là. On aura oublié tout ça et il ne restera que l'œuvre. Et j'ai l'espoir que cette œuvre, qui est d'une telle force, mais elle est complexe. Vous avez raison, parce que je travaille beaucoup avec les gens du Palais de la Porte Dorée et entre autres avec des gens qui travaillent dans les services pédagogiques. Et les enfants en particulier ont du mal avec cette œuvre. Elle est trop complexe, elle est tellement immense, et ils sont assommés. La plupart des... Il y a des lettres, des chiffres, il n'y a pas des chiffres, mais enfin c'est presque une espèce de c'est une encyclopédie. Base de données, voilà, c'est une encyclopédie de ce que c'est que la colonisation. Au point même, c'est tellement une encyclopédie qu'il a écrit le nom des produits et, comme dans les cartes, vous savez, scolaires, ouais. Hein, le nom des produits et le nom des colonies, d'une certaine manière. Et donc je disais, les gens des services pédagogiques trouvent que c'est une œuvre difficile à faire passer. Pourquoi? Mais en grande partie parce qu'ils arrivent avec déjà des préjugés du genre, alors c'est un zoo humain, parce que évidemment c'est une des grandes formules de notre époque, hein, le zoo humain. Alors évidemment il y a des animaux, et il y a des Africains, des Asiatiques, des animaux. Alors on va considérer que c'est un zoo humain. Mais c'est une monstruosité que cette lecture. Pour moi, c'est une monstruosité. Les zoos humains ont quand même existé, il faut bien le dire. Hein. Les zoos humains ont quand même existé, il faut quand même préciser. Oui, mais c'est pas une invention de 2020, ça a aussi existé vraiment. On a vraiment exposé. C'est un animal. Il y a eu des exhibitions, il faudrait voir à quelle date. En 1931, justement, le maréchal, quand je dis maréchal, ça veut dire Lyoté, hein, le grand maréchal, pas l'autre, le maréchal Lyoté interdit les exhibitions dans l'Expo de 1931. Et quand certains. Bon, non, je laisse tomber. Ouais. Certains écrivains nous disent qu'il y a eu des exhibitions en 1931 à Vincennes, c'est une erreur historique. Pas de M. Deninx, peut-être. Par exemple, M. Deninx sur le sujet. Voilà. Ben, il n'est pas là, donc il ne va pas répondre au comment parler. Non, mais il est évident qu'il. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une reconstruction a posteriori. Tout à fait. Où on mélange un peu les choses. À l'intérieur, vous avez les mêmes difficultés, si vous voulez, avec les peintures à l'intérieur, avec les peintures même des deux salons, et ainsi de suite, parce que la plupart des gens qui abordent ces œuvres-là, ne les connaissent pas, ne vont pas les regarder véritablement, mais vont les prendre dans une perspective, si vous voulez, qui est cet esprit un peu dominant. Hein. Je me souviens d'Alain Bancoux devant une représentation de l'Afrique, femme nue. Oui, bon, effectivement, ces femmes africaines sont nues, et elles sont d'ailleurs aussi nues dans le bas-relief, hein, bien évidemment. Et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est qu'il faut que les racistes puissent voir les œuvres racistes. Voilà tout le commentaire que M. Bancoux, qui est loin d'être un imbécile quand même, a trouvé à dire à l'intervieweuse.
je suis effaré, si vous voulez, par l'absence de connaissances, l'absence de culture du contexte, mais également de sensibilité pour des gens qui regardent le monde autrement. Et l'esthétique du divers, c'est ça. C'est-à-dire se réjouir de la diversité du monde. Eh bien, je suis persuadé que Janniot, alors qu'il n'a pas mis les pieds dans les colonies, alors qu'il peint, vous savez, il raconte qu'il a pris ses modèles au bal Blomet, où il y avait plein de femmes africaines qui venaient danser, vous voyez. Donc, il ne prétend pas être un ethnographe. Il ne prétend pas d'ailleurs faire une représentation exacte des races. Ça, c'est à l'intérieur. D'ailleurs, c'est dans les collections du musée, ça. Hein, les sculptures, parce qu'il y avait une section race du palais de 31. Mais ça, c'est de la sculpture, donc vous n'aviez pas à le montrer. Mais je veux dire que. Mais ils sont dans la documentation, hein. Vous pouvez les trouver dans la documentation. Là, on vous montrait ce que c'était que la race Somali, la race ceci, la race l'abomination complète. Mais en contraste, à mes yeux, très fort, avec la dimension, alors j'ose dire poétique et même humaniste, alors là, vous allez hurler, bien sûr, de la vision du monde qu'il offre, même si il y a édulcoration. Le travail, par exemple, tout le monde est au travail dans ce palais, dans ce bas-relief. Tout le monde est au travail. Même les bœufs, vous savez, ils tirent la herse. Il y a juste une Tahitienne qui a l'air vraiment de se prélasser. Tout le monde est au travail, mais tout le monde est heureux de travailler. Oui, mais ça, encore une fois, ça peut être aussi... c'est ce qu'on voit dans la propagande soviétique, tout le monde est très heureux d'aller couper le blé avec des types hyper musclés. Exactement. Ça, c'est le problème. Bien évidemment. Peut-être avant, plutôt que de ne pas trop rester longtemps sur ce bas-relief, parce qu'il y aura certainement des questions là-dessus, je voulais vous entendre, Paloma Diez, sur ce mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est arrivé tout à l'heure un peu dans vos propos, le terme de cancel culture. Aujourd'hui, pour le dire vite, si jamais vous n'étiez pas au courant, il y a tout un courant plutôt à gauche, effectivement, plutôt à gauche aujourd'hui, inspiré notamment par les luttes décoloniales, etc., pour dire il y a un certain nombre de statuts qui doivent être déboulonnés, parce que ce sont des statuts qui sont des piédestals livrés à par exemple des généraux colonialistes épouvantables. Il faut les déboulonner. Mais c'est vrai qu'en passant de ça, on va très vite à aussi cette idée que certains spectacles ne doivent plus être montrés. Cancel, ça veut dire annuler en anglais pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et ça, c'est une pression que vous, en tant qu'historienne, vous sentez dans votre travail, c'est-à-dire que vous sentez bien qu'il y a un certain nombre de sujets et de propos qui ne sont pas les bienvenus à l'université. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le sentez? Comment vous le sentez? Effectivement, donc la cancel culture, vous en parlez, c'est un terme qui nous vient des États-Unis, et le phénomène nous vient aussi en partie de là-bas. C'est une propension très forte qui se développe malheureusement à l'université, à venir censurer une partie de la recherche et des chercheurs par le biais, alors ça peut être tout simplement dans un colloque, une intervention, venir décrédibiliser la personne, l'injurier, lui reconnaître ou refuser une légitimité de recherche à cause d'une légitimité raciale. Donc vous n'avez pas la bonne couleur de peau, vous ne pouvez pas travailler sur... Vous êtes blanche, vous n'allez pas travailler sur l'Afrique, ça exactement. paraît. Typiquement, donc c'est une remarque qu'on m'a faite, qu'on m'a déjà rétorquée. Mais au-delà d'un phénomène personnel, c'est un phénomène beaucoup plus important. Vous parliez des statuts, exemple évidemment phare qu'on peut reprendre. Quand on s'interroge en tant qu'historien ou historienne de l'art, en devenir pour ma part, et qu'on a affaire à du patrimoine qui est vandalisé, du patrimoine qui est abîmé, du patrimoine qui est détruit, nécessairement ça pose la question du droit déjà souvent de minorités à s'octroyer comme ça le patrimoine public, à le vandaliser. Et j'emploie le terme de vandaliser de manière tout à fait consciente. Et on a eu cette discussion déjà. Pour ma part, je ne considère pas que ce soit évidemment une façon intelligente de procéder. Par contre, que les revendications soient entendues et qu'il y ait un discours, un dialogue qui soit mis en place, autre qu'une espèce de littérature de la diffamation, comme le texte de Françoise Vergès, par exemple, sur la violence coloniale dans l'espace public, l'idée ce serait de prendre ces œuvres qu'on ne veut plus voir ou qu'on ne sait plus voir, et de les placer par exemple donc, dans les musées, on en parlait. Le musée c'est quand même aussi le lieu de la démonstration, et peut-être d'en faire un espace d'accueil pour ces œuvres plutôt que de les faire disparaître, de les détruire, de les abîmer. Donc quitter l'espace public où effectivement ils sont là pour être admirés de manière au premier degré et les faire entrer dans l'espace muséal où il y a de la complexité qui est introduite grâce au cartel dont parlait Sarah, entre autres, grâce au cartel dont parlait Sarah.
c'est là où je pense effectivement que le musée il a un rôle essentiel, c'est aussi un rôle, effectivement vous parliez tout à l'heure d'éducation citoyenne, peut-être un rôle de médiation et de médiateur dans ce rapport à ce patrimoine qui est un peu compliqué. On se souvient, et avec quelque part, il est normal que les populations ne veulent plus voir par exemple l'œuvre de la statue de Léopold sur son cheval en Belgique qui a été taillée plusieurs fois, qu'on a demandé à démonter. Il est absolument normal qu'il y ait des revendications qui disent voilà, j'ai plus envie de voir cette statue, je ne peux plus la voir, ça s'entend. Maintenant, effectivement, c'est peut-être au musée de dire dans ce cas très bien, on la retire de l'espace public, on n'est plus sur un système de démonstration comme ça très politique, et on passe sur un mode de démonstration et d'exposition qui se fait peut-être plus scientifique, plus avec un cartel qui expliquerait effectivement l'origine de l'œuvre, pourquoi elle a été placée à tel moment dans l'espace public, pourquoi on la retire. Même si sincèrement, quelque part, ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on accorde et qu'est-ce qu'on laisse souvent à des petits groupes, à des minorités, qui petit à petit, effectivement, prennent de plus en plus de place. Là, pour le coup, c'est un discours que je refuse d'entendre parce que j'ai l'impression quand même que ces minorités, effectivement, tout le monde n'est pas pour déboulonner les statuts. Après, le rapport aux colonies, le rapport à un certain racisme qui existait à l'époque, au racisme qui existe encore aujourd'hui, il est globalement assez partagé par tous les gens un peu progressistes. Il n'y a pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il représente peu de gens que la sensibilité progressiste n'est pas heurtée quand elle entend un discours raciste. Et je vais interroger ces racines-là. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, tout à fait. La question, c'est plutôt de s'interroger sur justement les processus de cancel, les processus de disparition et les processus de censure qui se mettent à l'œuvre dans le même truc. Qu'effectivement, on ait des mémoires qui soient des mémoires douloureuses, des mémoires indignées, des mémoires en colère, c'est absolument normal et légitime. Et là-dessus, il est évident qu'on n'a pas à remettre en question cet aspect-là. Mais quand ça touche à la recherche, par exemple, pour en revenir à la recherche, alors qu'est-ce qui se passe concrètement, et qu'on en arrive à dire à un chercheur, tu n'as pas le droit de travailler sur ce domaine parce que tu es blanc, tu es ceci ou tu es cela, là, on a un vrai souci. Et à ce moment-là... Pardon, là vous parlez de quelqu'un qui est dans le public, qui nous interpelle. Est-ce que à l'université, dans l'enceinte universitaire, avec des doctorants, avec des professeurs, avec des administratifs, c'est des choses que vous entendez aussi? C'est pas la même chose. Bien sûr, c'est des choses qu'on entend évidemment de manière plus ou moins diffuse, de plus ou moins interne. C'est pas clamé sur tous les toits. Mais ce sont des choses qu'on va voir par des processus, alors soit d'invisibilisation de certains projets qui ne correspondent pas à l'axe choisi par X ou Y personnes. Ce sont des professeurs qui s'autocensurent, et ça, je l'ai vu dans le cadre d'un projet que je montre, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, qui finalement s'interdisent de parler de certains sujets parce que les étudiants en face, qui sont souvent militants et qui sont de plus en plus engagés, viennent leur reprocher. On a des professeurs de littérature qui se sont fait accuser de faire l'apologie du viol en parlant de Ronsard. On a vraiment affaire à des gens qui n'osent plus faire leur cours librement. Et ça pose un véritable souci, notamment à l'université, qui devrait quand même être un rempart quelque part contre les idéologies, même si on le sait, ça n'a jamais été réel, c'est cet aspect. Oui, c'est sûr que c'est pas complètement nouveau. Dans les années 70, si vous n'étiez pas marxiste, vous étiez ostracisé également. On n'a rien inventé là-dessus. C'est un peu autre chose. Mais vous l'avez évoqué en 2 mots, il y a un colloque. On va dire les choses franchement, un colloque que vous souhaitez organiser depuis longtemps, depuis plusieurs mois, qui s'appelle Engagement et distanciation. Alors là, les mots sont lâchés, quoi. Comment on est engagé tout en étant distancié, comment on est distancié tout en étant engagé. Et vous avez eu du mal à l'imposer. Mais je crois qu'il y a un peu happy end, c'est-à-dire que vous avez quand même réussi. Enfin, il n'a pas encore lieu, mais il aura lieu à l'automne, je crois. Mais en tout cas, vous avez senti que c'était pas le bienvenu, ce colloque. Expliquez-nous, de quoi il parlait ce colloque? De quoi il parle? Alors, c'est un projet qui est né, qui a connu 2 phases vraiment distinctes et qui est parti justement de ces questionnements pour le milieu académique et face à comme cette culture, face à tout ça. J'ai souhaité lancer un premier projet autour, alors au départ plutôt centré sur le monde colonial, sur la question des terrains sensibles, justement, et de la liberté académique. Donc avec ces 2 axes, terrain sensible, liberté académique, comment on cumule les deux, comment on agence ces deux aspects. Et le projet a été proposé donc, au sein d'une institution de la faculté qui s'appelle l'école doctorale et qui a été refusée extrêmement violemment sur la base évidemment d'arguments idéologiques. À ce moment-là, effectivement, le projet a été annulé une première fois puisqu'on n'avait plus les soutiens et l'espace pour l'accueillir. Et on a relancé ce projet une seconde fois, donc cette fois-ci avec le soutien, vous imaginez bien, d'une autre institution, puisque l'école doctorale n'est toujours pas associée à cet événement. Cette fois-ci sur un thème plus général, donc engagement et distanciation, le titre vient de Norbert Elias. Vous avez très justement souligné l'idée que justement on vient questionner ce positionnement et ce flottement entre l'engagement personnel qui est toujours présent. Il y a forcément quelque part
un peu de militantisme en nous, mais qui vient se corréler avec la distanciation du chercheur et qui questionne évidemment, donc là, de manière générale, la liberté académique dans les sciences humaines et sociales avec une perspective volontairement pluridisciplinaire. On accueille plus d'une vingtaine de chercheurs qui travaillent dans toutes les sciences pour essayer de questionner ensemble justement la place de la liberté dans nos recherches et aujourd'hui ses limites et ses défis qu'elle doit relever dans une société qui malheureusement effectivement est parfois un peu complexe. Parce que ce qu'il faut préciser peut-être pour les gens qui ne sont pas au fait du fonctionnement universitaire, quand vous dites école doctorale, c'est là où il y a les doctorants, donc les plus jeunes générations. Et enfin, je suppose, et c'est là que, donc, d'une certaine manière, quand on parle d'école doctorale, on parle de l'avenir de la recherche française. Si ça coince à l'école doctorale, ça veut bien dire que dans les décennies qui viennent, les choses coincées ne vont pas se décoincer. Donc c'est un travail que vous souhaitez faire. Absolument. Alors, l'école doctorale, effectivement, c'est le cœur de la vie des doctorants. Tout simplement. C'est les anciennes générations comme les nouvelles, on y passe tous, on est tous liés administrativement à cette école. Et elle a dans ses obligations, dans son rôle, tout un panel de formations qu'elle peut proposer, dans lesquelles on peut proposer nous-mêmes des projets. C'est dans ce cadre-là qu'on avait lancé la première mouture du projet, et c'est dans ce cadre-ci qu'il a également été refusé. Donc effectivement, quand on a une très forte comme ça application idéologique de membres d'une institution qui devrait être quand même représentative de toute la recherche doctorale, on a vraiment un souci effectivement, et ça questionne sur le rôle de cette institution, ses pouvoirs, et bien sûr la place de la recherche, du coup, quand on n'a pas des projets qui correspondent à la ligne éditoriale choisie par les hautes instances. Parce que normalement, les injonctions scientifiques on ne parle pas d'objectivité, parce que c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais on va dire d'honnêteté scientifique, de traiter tous les sujets avec la distance qui est celle du chercheur, elle devrait être partagée par tous les gens qui ont quand même dépassé le M2, le Master 2. On ne parle pas des premières années de fac qui arrivent un peu, qui ont 18 ans, 19 ans, on parle de gens qui ont déjà 5 ans d'études au moins derrière eux. Donc le fait que vous disiez que ces gens qui sont en doctorat sont des militants, ça pose quand même un problème peut-être de sélection à l'université, beaucoup, je ne sais pas, de tri par rapport à la rigueur scientifique. Alors là, il ne s'agit pas des doctorants censurer le projet, ce sont bien les membres de l'école doctorale qui se sont réunis, donc c'est différent. Les doctorants n'ont pas eu leur mot à dire malheureusement sur ce phénomène, et ils auraient certainement... C'est quand même rassurant. Voilà, non, je ne pense pas que les doctorants auraient fait une telle levée de bouclier par rapport au projet, ce sont vraiment les membres administratifs de l'école qui s'y sont opposés. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a eu le refus, on était vraiment extrêmement surpris, puisque justement, on partait de ce même principe que la liberté académique, l'engagement, les terrains sensibles, ce serait nécessairement accepté, et qu'on aurait finalement le papier rouge pour pouvoir développer un sujet qui nous paraissait en plus évident. Et il s'avère que pas du tout. Ça, ligné, d'autant qu'il y a une déléguée à l'éthique dans notre université. Non, mais la morale, ça ne vous intéresse pas. Donc n'évoquez pas l'éthique, parce que vous êtes contre la morale. L'éthique et la morale sont deux choses différentes. Tout à fait. Mais bref. Sarah Ligné, je rappelle que vous êtes au Quai Branly, j'aimerais vous entendre vous, sur cette cancel culture, qui est effectivement d'importation relativement récente en France, même si on n'a pas attendu les années 2020 pour faire des pressions sur la recherche. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous, du Quai Branly, vous pressentez, vous sentez, vous ressentez, vous l'apercevez, vous travaillez avec, comment ça se passe? Parce que votre but est de montrer les choses, par définition, quand on veut les canceller, c'est compliqué. Oui, pour rebondir à certaines remarques et ce partage d'expérience que vient de faire Paloma, ça me fait penser à une discussion publique qui a eu lieu il y a quelques temps, un peu comme celle que nous avons là, où l'un de mes collègues avait été interpellé en disant « mais il n'y a que des conservateurs gaulois au musée du Quai Branly ». Qu'est-ce que ça veut dire être conservateur gaulois? Et par ailleurs, la personne qui avait émis cette remarque est un écrivain qui a publié une biographie de Léopold Sédar Senghor. J'en profite pour souligner que nous avons actuellement au musée du Quai Branly une exposition dédiée à Léopold Sédar Senghor et les arts. Léopold Sédar Senghor qui s'est réclamé à la fois d'être sévère, d'être communiqué et d'être
peul, d'être portugais, d'avoir ces racines diverses, et qui a été à la fois un intellectuel engagé pour dénoncer la colonisation, pour dénoncer le racisme, le premier président du Sénégal indépendant, mais aussi quelqu'un qui a participé à la reformulation d'un universel où les cultures pouvaient dialoguer à part égale, certaines formes aussi sensibilité à ces esthétiques du divers dont nous parlions aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de rappeler aussi la complexité de certaines de ces figures le fait est qu'il y a des historiques. conservateurs gaulois, qui a une représentativité problématique. Mais justement, qu'est-ce que vous entendez par conservateur? Non, français de souche, on va dire. Ce qu'à l'extrême droite on appelle les français de souche, ce qu'à gauche on appelle les Gaulois, des gens blancs. Est-ce que ça pose pas un problème de représentativité? Moi je pose la question, j'ai pas d'avis sur la question, mais c'est-à-dire un certain regard. Est-ce que ça dicte un certain regard ou pas? Et là aussi, le conservateur n'est pas seul dans sa bulle de verre avec sa collection. Déjà, il y a une rigueur et une objectivité. On a eu l'occasion d'en parler à propos de la recherche en histoire de l'art. Et également, il ne travaille pas seul, mais c'est quelqu'un qui lit aussi des ouvrages, qui se tient au courant de l'actualité et qui travaille en collaboration avec des collègues d'autres musées en France, à l'étranger, et des collègues aussi universitaires, et avec des collègues, si vous voulez reprendre la formulation, mais que je ne comprends pas, gaulois ou non gaulois. Ben non, j'entends. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à tous.